Notre prochain invité, inquiet devant l'imminence d'une exploration à grande échelle dans la vallée du Saint-Laurent du gaz de schiste, notre prochain invité a participé à la fondation en octobre 2010 du comité Vigilance Gaz de schiste de la Mauricie, le premier comité sur la rive nord du Saint-Laurent à s'être formé. En septembre 2011, il devient le coordonnateur interrégional Rive-Nord des groupes citoyens opposés au gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. À l'été 2013, il devient porte-parole et coordonnateur par intérim du regroupement interrégional Vigilance Gaz de schiste de la vallée du Saint-Laurent, maintenant connu sous le nom Regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Biophysicien, il compte parmi les premiers scientifiques. Ça, c'est important parce que dans la lutte, les scientifiques, pour nous, sont très importants. Alors, il a fait partie des premiers scientifiques à se joindre au collectif sur la question des gaz de schiste, lequel collectif est constitué officiellement en mars 2011. Depuis 2013, il forme avec 3 autres scientifiques et un juriste un collectif travaillant bénévolement à la défense des sources d'eau potable. Il a donné à ce jour plus de 100 conférences sur la question des hydrocarbures et n'a eu de cesse de montrer que l'empreinte carbone des projets visant l'extraction... vous me jouez des tours. Alors, je reprends ma phrase. Il a donné à ce jour plus de 100 conférences sur la question des hydrocarbures et il n'a eu de cesse de montrer que l'empreinte carbone des projets visant l'extraction ou l'utilisation du gaz naturel ne peut que gréver, en tout cas, ça nous amène dans le trou, le bilan des GES au Québec. J'arrête parce que je sais que Marc, il va défoncer son temps. Marc Brunmans. Aidez-moi un petit peu. Je voudrais ce soir vous parler d'Amin Maalouf, à ne pas confondre avec Idi Amin Dada ou un autre dictateur. Amin Maalouf, comme notre Dany Laferrière national, est un immortel, le 721e si l'on apprécie certains détails. Il a écrit de nombreux livres, j'en ai lu quelques-uns, mais je le connais aussi indirectement car j'ai connu sa tante, Faïza, maintenant décédé, et que son cousin, Adel, est un grand ami à moi. Dans Le dérèglement du monde, publié chez Grasset en 2009, Amin Maalouf consacre son dernier chapitre à la question du dérèglement climatique. Il écrit à la page 277, je le cite, « Ce qu'il faut prêcher, c'est l'urgence. C'est là d'ailleurs toute la raison d'être de ce livre, de la première à la dernière page, dire qu'il est tard, mais qu'il n'est pas trop tard. Dire qu'il serait suicidaire et criminel de ne pas mobiliser toutes ses énergies pour prévenir l'écroulement et la régression du monde. » Je lis les paroles d'un académicien de l'Académie de France. « De toutes les menaces qui nous guettent en ce siècle, la plus perceptible aujourd'hui, la mieux étudiée, la mieux documentée, est celle qui résulte du réchauffement climatique. Tout porte à croire qu'elle provoquera, dans les décennies à venir, des perturbations cataclysmiques dont on ne peut encore mesurer l'étendue. » Amin Maalouf est né à Beyrouth en 1949. Il étudia la sociologie, fut journaliste, puis essayiste. Il est un homme d'un naturel sceptique. Je poursuis donc ma lecture. Quand les études des savants se sont faites plus nombreuses, plus convergentes, plus insistantes, j'ai voulu en savoir davantage. N'ayant pas une culture scientifique digne de ce nom, j'ai dû me plonger d'abord dans des ouvrages les plus élémentaires pour essayer de comprendre ce qui se disait. Vais-je dire, au terme de mon investigation, je puis certifier que le phénomène est sérieux et qu'il constitue une menace pour la civilisation humaine? Dans une question d'ordre scientifique, l'opinion du profane que je suis ne mérite pas d'être prise en considération. Cependant, en tant qu'homme soucieux du bien-être des personnes qui lui sont chères,
en tant que citoyen responsable, préoccupé par les égarements de l'aventure humaine, et en tant qu'écrivain attentif aux débats qui agitent ses contemporains, je ne puis me contenter de conclure que seul le futur nous dira si nous avons été trop alarmistes ou au contraire trop incrédules, trop pusillanimeux, et qu'on verra bien dans 30 ans qui avait raison et qui avait tort. Non sur la base de ma conviction intime, qui n'engage que moi, ni seulement parce que les savants, dans leur écrasante majorité, sont aujourd'hui persuadés de la réalité du réchauffement, car il n'y a pas de majorité dans la vérité, et il est arrivé aussi que les savants se trompent. Mais je suis persuadé que sur le chapitre des perturbations climatiques, il faut les croire et il faut agir en conséquence avant même d'avoir la certitude qu'ils ont raison. Je vais donc considérer les deux principales attitudes face au réchauffement climatique: la réaction inadéquate, puis la riposte adéquate. Première hypothèse. Aucun vrai sursaut ne se produirait. Un certain nombre de pays s'efforceraient de limiter les GES, d'autres réagiraient plus mollement avec quelques mesures cosmétiques pour éviter d'apparaître comme les mauvais élèves de la classe. D'autres encore ne feraient rien, de peur que leur activité économique en souffre ou par crainte de bousculer leurs habitudes de consommation, et ils continueraient donc de polluer allègrement. Dans ce scénario, la concentration de dioxyde de carbone augmente, des cercles vicieux du réchauffement se produisent, des seuils d'irréversibilité sont atteints et des basculements climatiques surviennent brusquement, ajoute Amin Maalouf. Dans l'autre hypothèse, l'humanité se mobiliserait, des mesures draconiennes seraient prises pour réduire significativement la consommation de carburants fossiles et aucun drame majeur lié aux perturbations climatiques ne se produirait. J'ai peu de temps et j'irai au cœur de l'argument d'Amin Maalouf, le cœur de ce qu'il appelle le Grand Pari, P-A-R-I. Je le cite. « Si nous nous montrions incapables de changer nos comportements et que la menace se révélait réelle, nous aurions tout perdu. Si, par contre, nous parvenions à changer radicalement nos comportements et que la menace se révélait illusoire, nous n'aurions absolument rien perdu, car les mesures qui permettraient de faire face à la menace climatique sont en réalité, quand on y réfléchit, des mesures qui, de toute façon, mériteraient d'être prises. De ce fait, ce n'est pas à la majorité des savants de démontrer que la menace est réelle. C'est plutôt à la minorité dissidente de démontrer, et de manière irréfutable ici, que le danger est totalement illusoire. Il faut inverser la charge de la preuve, comme les juristes le disent parfois. Termine ainsi Amin Maalouf. Maintenant, quel est le lien avec le dossier Restigouche, me demandez-vous? Cela me semble plutôt clair comme l'eau de roche. Gastem obtient du ministère une autorisation de forage en 2012 et en mars 2013, Restigouche Sud-Est adopte un règlement visant à protéger l'eau potable de la municipalité. En fait, la municipalité suit tout à fait le raisonnement de l'académicien Maalouf et agit selon le principe de précaution. Le maire Boulay de Restigouche, je ne le connais pas personnellement et je ne sais pas quelles sont ses assises philosophiques, mais comme les Serge Fortier, les Jacques Tétrault, Carole Dupuis, Dominique Champagne et bien d'autres, il a compris que nous étions dans l'urgence et qu'il fallait agir vite. Ici, à ma façon, sans en dire plus, j'apporte mon soutien au maire de Restigouche. Quant à Gastem, son combat me semble dépassé et entrepris sans dignité. Merci.
Merci beaucoup, Marc. Oui, non, je veux te présenter parce que c'est important, là. Écoute, la presse est ici. Notre prochain interprète est un artiste tout ce qu'il y a de plus indépendant, impliqué et engagé dans sa vie, dans ses textes, dans son choix de chaussures et dans le choix des événements auxquels il choisit de participer. On est chanceux de l'avoir ce soir. On l'associe à la défense de l'environnement ainsi qu'à l'ouverture et l'accueil de l'autre. Il préside d'ailleurs le conseil d'administration des Artistes pour la paix. Mesdames et messieurs, Dom Lebeau. Ah, bien. Ah, merci beaucoup, Dom Lebeau. Il aurait pu devenir l'un des meilleurs journalistes de sa génération, brillant orateur et à l'esprit vif et un excellent vulgarisateur. Notre prochain invité a pourtant perçu le droit comme la meilleure façon de vivre en adéquation avec ses valeurs, celle d'informer les gens de leurs droits
quitte à le faire sans gain monétaire. Le seul orateur que je connais qui transporte sans arrêt, avec une batterie humaine, son propre amplificateur. Sollicité par de nombreuses organisations environnementales, ça c'était pas dans mon texte, il s'investira peu à peu dans la législation liée aux hydrocarbures. Son opposition à l'expansion des hydrocarbures a suivi naturellement son intérêt pour la protection de l'eau potable en raison du caractère dévastateur de la fracturation hydraulique. C'est donc avec un immense plaisir qu'il se joint avec nous ce soir pour informer la population et montrer sa solidarité envers la municipalité de Restigouche-Sud-Est. Mesdames et Messieurs, Richard Langelier. C'est l'instrument dans lequel se mirent toutes les contradictions, toutes les espérances, tous les désespoirs de notre société. Pour faire de la sociologie, je dirais qu'il faudrait étudier à fond l'économie politique des hydrocarbures. Parce que dans cette étude, qu'est-ce que nous verrions véritablement, sinon que d'un côté, il y a un certain nombre d'intérêts, d'individus, de corporations qui sont prêtes à prendre tous les risques avec l'eau potable, et de l'autre côté, qu'avons-nous, ceux qui subissent les conséquences de tout cela? Pensons d'abord aux Premières Nations. Cet immense scandale que, encore aujourd'hui, plusieurs communautés n'ont pas d'eau potable au Québec et au Canada. C'est invraisemblable. Pensons que la nation québécoise, nous n'aurions pas le droit de dire non à des pipelines qui voudraient traverser notre territoire. Pensons aux femmes qui, à travers l'ensemble du monde, transportent l'eau si nécessaire. Pensons aux enfants qui déjà actuellement vivent les conséquences de ces pollutions de notre eau. Pensons donc à toutes ces classes populaires qui voient les trains fous sillonner leur quartier, les pipelines passer près de leurs garderies, etc. Alors, c'est cette contradiction entre les nantis, les dominants et les exploités qui vivent les conséquences de toute cette exploitation d'hydrocarbures. C'est ça qui est au cœur des contradictions de notre société aujourd'hui. Et dans cette société, il y a des gens qui, comme vous, se lèvent, et il y a des communautés locales qui, à partir de 2011, ont décidé d'utiliser tous les leviers dont ils disposaient pour protéger leur eau potable. Et ils ont donc adopté, comme Restigouche l'a fait, un règlement pour essayer de sauver ce qui peut être sauvé par rapport à cette exploitation envahissante. Alors, ces municipalités, il y en a 230 qui, le 7 juin dernier, ont déposé au ministère du Développement durable leur règlement imposant 2 km minimum autour de nos sources d'eau potable. Et actuellement, il y a déjà, dans nos dossiers, j'ai déjà plus de 50 municipalités qui nous ont envoyé leur règlement et j'en attends encore une cinquantaine d'autres. C'est donc plus de 300 municipalités présentes dans 75 MRC et agglomérations et représentant près de 4 millions de citoyens et citoyennes qui disent à ce gouvernement vendu « on en a marre de vous, on en a marre de Et dans ces municipalités, il y a Restigouche et il y a François Boulay et il y a l'équipe des conseillers et des conseillères et il y a la population de cette petite communauté, peut-être en nombre, mais grand en courage, qui nous donne l'exemple à suivre maintenant. Alors, célébrons avec Restigouche, appuyons Restigouche, soyons solidaires de Restigouche. Et moi, je vous dis, depuis 5 ans maintenant, je travaille avec François Boulay et je veux lui rendre un hommage ce soir parce que c'est quelqu'un qui vraiment, depuis le début, s'est impliqué à fond pour défendre sa communauté et qui a eu le courage de se lever debout.
Alors continuons la résistance. Merci beaucoup. Merci, Richard. Franchement, tu es un des hommes les plus courageux que je connais, puis tu as le cœur le plus gros que je connais. Merci beaucoup. Pour que les choses bougent, il faut se lever, il faut marcher. Fait qu'à pied levé, il est venu chanter. Sur l'île du Pas, on s'en plaint pas. Il vu sur la terre des mascoutins, près d'une rivière qui va pas bien, la Yamaska. Tout le monde sait ça. C'est pas l'extase, c'est rempli de vases. Puis le petit nom, comme de raison, de ce chanteur, ce fredonneur, ce militant, ce papillon, c'est simplement Yvan Pion. On peut grimper ça un petit peu. Nous autres, on peut fermer les yeux. J'ai mal à mon pays, j'ai mal à mes ministres, à mes hauts fonctionnaires et à tous leurs complices, en beaux habits luisants, dans des cocktails de luxe, qu'on offre à mes dépens, on me taxe toujours plus. J'ai mal à mon pays. On a trop fait confiance aux discours convaincants de savants beaux parleurs, des hommes, des femmes d'honneur, qui de compte de dépenses, en mille privilèges, nous gardent dans l'ignorance, raffermis sur le piège de notre asservissement aux projets ambitieux, de rêves égocentriques, de pouvoirs pernicieux. Le jour des élections, tu choisis ton bourreau, parce que de toute façon, c'est l'argent qui contrôle. La terre est un pays tout petit, tout petit. On a mondialisé le commerce des échanges, autant que les chômages, la violence, la détresse. En nivelant par le bas, les profits montent en flèche. J'ai mal à mon pays, comme j'ai... Un, deux, voilà. On va l'arrêter, Jean-Pierre. Tiens, regarde. Cette valeur, c'est mon plus beau poème. Ce que je trouve triste, c'est que je m'aperçois que la naïveté et la mémoire sont les deux pires ennemis. Parce que j'ai écrit ce poème-là en 2000, ça fait 17 ans, puis il est encore vrai. J'ai mal à mon pays, comme j'ai honte de moi, de mes sœurs, de mes frères, de tous nos somnifères, de nos peurs, nos silences, de notre complaisance devant les dignitaires qui gèrent notre enfer, ces riches gens d'affaires qui célèbrent en solo, à la sueur de nos nerfs, dans des abris fiscaux. L'avenir appartient à tous ceux qui se lèvent, qu'importe tôt ou tard, en autant qu'ils en viennent à remettre la main sur ce qui leur revient par Dieu ou droit divin, dans l'amour du prochain. Tout est encore à faire, parce que rien n'a changé depuis des millénaires, malgré les messagers. Tous les idéalistes, les innocents comme moi, un jour seront moins tristes quand on se rebellera contre la mascarade du partage des richesses. Viendront des jours maussades. Aujourd'hui, je le professe. J'ai mal à mon pays. Merci.
suis un drummer, en fait. Je suis un batteur, un percussionniste. Je vous explique, j'ai commencé ma petite présentation avec une trame sonore parce que mon complice musical, c'est un insulaire. Il demeure au bout de la rue de l'Église, la dernière maison sur l'île du Pop. Puis il m'a appelé hier matin pour me dire « Yvan, je ne pourrais pas être avec toi. Demain, je commence la chimiothérapie cancer de la gorge. » Hey, j'ai dit « Pierre, ça n'a pas de bon sens. Tu ne bois pas de bière, tu ne fumes pas, tu mènes une vie de moine. » Ça me questionne, moi, le cancer sans mauvaises habitudes. Il paraît qu'on respire toutes sortes d'affaires. Heureusement qu'il arrive des belles affaires. Après-midi, j'étais dans une épluchette de blé d'Inde à Saint-Valérien de Milton. Ça, c'est entre Saint-Hyacinthe et Granby. Parce qu'il y avait ce qu'on appelle un shower de bébé. Quand j'étais jeune, moi, des showers de bébé, c'est une expression qui n'existait pas. Là, tu sais. Ma belle-fille nous avait invités pour nous présenter le sexe de l'enfant à naître en janvier prochain. Alors, il fallait qu'on choisisse une petite épinglette. Soit une bleue ou soit une rose. J'ai choisi la couleur de l'eau, franchement. Bien, de l'eau propre, là, en tout cas. Bleu. J'ai gagné. Il va s'appeler Caleb au mois de janvier. Je vous parle de ça parce que la famille, l'eau, ça va ensemble. Tu sais. 9. Grosse famille. On était 7 enfants à Saint-Hyacinthe. On n'était pas riches, mais on avait bien des disques. Mon père écoutait Willie Lamotte et Elvis. Ma mère préférait les valses de Strauss, mais aussi Jeanne d'Arc Charlebois qui reprenait les succès de la Bolduc, Mary Travers. Mais il y avait aussi ma soeur préférée, qui, elle écoutait bien du disco, mais surtout les chansons de Plume, la Travers. Puis moi, là-dedans, papillonnant, j'étais surtout content en écoutant Yvon Deschamps. Fait que quand on mélange mes influences, il arrive parfois que ça donne une petite toune comme ça. Hey, on a la guitare, c'est magnifique ça. Un cri du cœur. Mais n'ayez pas peur, voici le Boiler. C'est assez récent comme chanson. On va essayer de ne pas le dire trop vite, comme Yvon Deschamps. On veut le voir. Si on met pas le couvercle sur le presto, mais nos hommes politiques
Écoute pas notre musique. La musique, non. Moi, Saint-Hilaire et plus grenouilleux. La chaise quand t'es trop collé la forêt, et quand tu vis dedans, qu'est-ce que tu peux faire? C'est vraiment vrai, c'est pas péché, ton cœur, les autres sont comme un show, mais tu laisses ta peau bientôt. Excusez-la. Jean-Pierre, on en fait une dernière. On va essayer? Parfait. Tu peux l'arrêter, je vais juste la présenter. Merci beaucoup. Parce que là, ça va prendre un petit peu de votre participation, mais corporelle. Pendant 12 années, j'ai travaillé comme agent socio-psychosanitaire dans une école secondaire. Interprétez ça comme vous voulez. Avec des adolescents revendiquant l'esprit critique, la pensée magique. Maudite pensée magique. Mais quand je regarde ça, toutes les gamiques qu'il y a ici-bas, pas catholiques, je me dis tout bas, il faut être stratégique. Il faudrait transformer ça, réadapter ça, la pensée magique. Alors, si vous voulez, là, on peut se lever. Ça veut dire, on se lève. On est assuré, il n'y a pas de danger, là, vous ne tomberez pas. On va se lever, on peut bouger, se dandiner parce que ça va être reggae. Reggae. Ça fera pas mal, c'est pas l'hymne national, c'est néo-tribal. Ça s'appelle la pensée magique, puis c'est juste le fun, c'est sympathique. Là, on peut y aller, Jean-Pierre. Mets-nous de la musique, il faut que ça bouge les hanches. On veut voir les hanches bouger. Vas-y, Jean-Pierre. Soyez pas gênés. C'est bon, c'est bon. Quand je regarde autour de moi, souvent je ris, parfois je me désole de nous voir le cœur à l'étroit, malmené dans des courses folles. Attention, ne fais pas d'erreur, l'économie n'a pas de cœur. Même si c'est toi, si c'est moi qui lave son nez, nous serons toi et moi les premiers sacrifiés. Je le sens, je le sens, je le sais, je le sais. C'est le temps de bouger, bouger, bouger. Faut garder la pensée magique, rêver comme des adolescents, refuser l'esclavage, faire le grand ménage, donner plus de place aux sentiments. Parfois je déprime de voir qu'on bafoue nos droits, qu'on nous ment, qu'on nous endoctrine. Attention, ne fais pas d'erreur, ton opinion n'a aucune valeur. Même si c'est moi, si c'est toi qui allons voter, il faut de l'argent, comme tu vois, pour être écouté. Je le sens, je le sais, c'est le temps de bouger. Ma chanson n'a aucune valeur, il n'y a que la foi au fond de toi qui te fait avancer. Je ne fais qu'un pas, un petit pas, et c'est à toi de jouer. Je le sens, je le sais, c'est le temps de bouger, bouger, bouger. Il faut garder la pensée magique, rêver comme des adolescents, refuser l'esclavage, faire le grand ménage, donner plus de place aux sentiments. Garder la pensée magique, rêver comme des adolescents, refuser l'esclavage, faire le grand ménage, arrêter le
Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, Yvan. Avant d'enchaîner avec notre prochain groupe, je voudrais souligner ici la présence d'un pionnier dans la lutte citoyenne, M. Serge Fortier. Il est assis en arrière là-bas, là. Vous savez, ça prend un certain courage pour être en avant de la troupe tout le temps, puis Serge l'a fait pendant 2 ans de façon exemplaire. Il a été celui qui a brisé la glace. Alors, merci beaucoup, Serge, d'être venu ce soir. Imaginez, dans ce temps-là, on s'appelait le RIGLSO, le Regroupement interrégional des gaz de schiste de la vallée du Saint-Laurent, le RJSVSL. Je me suis pratiqué longtemps avant de l'avoir. Bon, avec maintenant 3 Félix à l'heure active dans la catégorie Album de l'année traditionnel, nos prochains invités proposent une musique profondément enracinée dans la tradition, bien que traversée par une kyrielle d'influences diverses et parfois indicibles. Une musique pas trad, au sens strict et rigide du terme, mais indéniablement trad quand même. Une musique ouverte sur le monde, originale, bien vivante, tout en restant respectueuse de sa provenance. Mesdames et messieurs, le trio Nicolas Perrin et les Grands Hurleurs.
Merci beaucoup. Comme la soirée est déjà bien entamée, je pense que les choses importantes et les choses peut-être sérieuses de la patente ont été dites. Puis on vient tous les trois de petites communautés, de petits villages. Fait que pour nous ça allait de soi qu'on vienne participer à cette levée de fonds-là. Parce que quand c'est des petites communautés comme chez nous, qui se réunissent pour brasser des affaires, ben ça nous touche directement. Fait que c'est un plaisir d'être là puis de ramer avec toutes vous autres, finalement. Dans le cœur de mon village, écoutez, je vous en prie, il y a la rivière qui chante, et le jour et la nuit. Il y a la rivière qui chante, et le jour et la nuit. Il y a la rivière qui chante, et le jour et la nuit. Elle chante pour les belles qui n'ont pas de mari. À travers les coups de fusil, m'entends-tu? Polo polo là-bas, c'est ta belle qui t'écrit. Elle chante pour les belles qui n'ont pas de mari. Elle chante pour les belles qui n'ont pas de mari. Elle ne chante pas pour moi, car j'en ai un joli. À travers les coups de fusil, m'entends-tu? Polo polo là-bas, c'est ta belle qui t'écrit. Elle ne chante pas pour moi, car j'en ai un joli. Elle ne chante pas pour moi, car j'en ai un joli. Il est dans la Hollande, les Hollandais l'ont pris. Polo là-bas, à travers les coups de fusil, m'entends-tu, Polo? C'est ta belle qui t'écrit. Il est dans la Hollande, les Hollandais l'ont pris. Les Hollandais l'ont pris. Bon, il fait donc qu'ils reviennent, qu'ils soient toujours en vie. À travers les coups de fusil, m'entends-tu? Polo polo là-bas, c'est ta belle qui t'écrit. Bon, il fait donc qu'ils reviennent, qu'ils soient toujours en vie. Qu'ils soient toujours en vie. Il sait même pas que je l'aime, car trop vite il est parti. M'entends-tu? Polo polo là-bas, à travers les coups de fusil. M'entends-tu? Polo polo là-bas, c'est ta belle qui t'écrit. M'entends-tu? Polo polo là-bas, à travers les coups de fusil. M'entends-tu? Polo polo là-bas, c'est ta belle qui t'écrit. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée, merci beaucoup.
Nicolas Pellerin et les grands hurleurs. Merci. Avant de vous présenter le prochain orateur, en fait, il nous reste seulement 2 personnes. J'ai une petite annonce. On demandait vos noms pour un tirage d'un composteur domestique. Alors, c'est M. Sylvain Labranche qui a gagné le composteur. Vous irez réclamer votre prix à l'arrière. Merci beaucoup. Moi, j'ai beaucoup de respect pour des artistes qui attendent presque 3 heures en arrière pour nous pousser 2 tonnes. Après ça, ils s'en retournent. Je vous dirais que j'ai aussi beaucoup de respect pour notre prochain orateur parce que lui, il a poussé dans le dos du pilote d'avion pour qu'il aille plus vite. Alors, c'est un auteur, metteur en scène, scénariste et comédien. Notre prochain orateur a signé la création, à la scène comme à la télévision, d'une centaine de spectacles depuis 20 ans. Parmi ceux-ci, on compte Love, que je suis allé voir 2 fois, L'Odyssée, Don Quichotte, Cabaret Neige Noire, La Cité interdite, Les Grands procès et Le plaisir croît avec l'usage. Il est également le cofondateur et le directeur artistique du théâtre Il va sans dire. Il est depuis longtemps engagé dans la cause de la préservation du paradis naturel qu'est l'île d'Anticosti et a d'ailleurs réalisé le documentaire Anticosti, la chasse au pétrole extrême pour dénoncer les projets d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures sur l'île. On l'a gagné, celui-là. Mesdames et messieurs, Dominique Champagne. Merci, Jacques. Bonjour tout le monde. J'avais préparé j'ai écrit dans l'avion, j'arrive de Las Vegas, je décollais ce matin et puis j'ai préparé un petit speech dans l'avion et puis en voyant les 2 personnes qui portent le T-shirt du film Anticosti, je me suis dit, tiens, on va partir là-dessus. Moi, je suis né à Sorel, l'autre bord du fleuve, et je me souviens quand j'étais petit, mon grand-père me disait que lui, il était né dans un monde où on buvait l'eau à même le ruisseau. En l'espace de 2 générations, on a accepté comme une fatalité de ne plus boire l'eau à même le ruisseau. On a accepté comme une fatalité de se faire déposséder de l'usage des ressources du territoire qu'on occupe. Il y a un petit gars de Sorel, il y a une 40aine d'années, qui, pour répondre au moment où la Consolidated Bathurst allait vendre et fermer l'île d'Anticosti, qui a envoyé la police provinciale à l'époque, la SQ, faire émettre des brefs de saisie à la ville de Sept-Îles pour s'assurer que l'île d'Anticosti, que Paul Desmarais, le propriétaire de la Consolidated Bathurst, voulait vendre au fédéral, à son ami Jean Chrétien, qui était à l'époque responsable des territoires. Et c'est un petit gars de Sorel qui a envoyé la police, qui était sous-ministre du Tourisme à l'époque, qui était mon père, qui a envoyé avec les gens du ministère saisir l'île d'Anticosti au nom de l'intérêt du peuple, au nom de l'intérêt public. Quand j'ai appris que se préparait un débarquement de l'industrie pétrolière dans l'île d'Anticosti, je me suis senti, mon père est mort depuis une 20aine d'années, je me suis senti le devoir, après la saga du gaz de schiste, qu'on a gagné, même si on sent bien que les vautours on continue de tourner autour de la ressource, le contexte a favorisé, pour l'instant, nous a donné raison. On a gagné cette bataille-là. Donc, fort, j'ai envie de dire, de l'extraordinaire leçon de démocratie qu'on s'est tous donnée dans la saga du gaz de schiste, je me suis senti investi de cette mission de dire on va aller sauver Anticosti. Et pendant que je fais le film, notre gouvernement, qui se disait souverain, annonce qu'on va dépenser, au nom soi-disant de l'intérêt public, 100 millions de dollars pour aller saboter, saccager cette île-là. Le soir de la première de mon film, la ministre responsable à l'époque, elle ne l'était plus parce que le gouvernement venait de se faire battre, mais la ministre responsable à l'époque de la gestion de nos ressources naturelles m'apprend qu'elle a été elle-même avisée de cette annonce, de cette décision du gouvernement de Pauline Marois, 30 minutes avant l'annonce publique. Ça en dit long sur l'état de notre démocratie. Nous sommes
le peuple. Nous sommes les citoyens qui voulons vivre dans un monde où on est capable de boire à même le ruisseau. Et il n'y a pas une classe politique, il n'y a pas une classe d'affaires qui peut en imposer à un peuple quand le peuple se considère maître du territoire qu'il occupe. J'espère qu'on a gagné la saga du gaz de schiste, on a gagné Kakuna, on a gagné Anticosti, même si... Y avait-tu des journalistes dans la salle? Là, on est entre nous. J'ai des amis très proches, très influencés par le film d'Anticosti, ont chuchoté à l'oreille de Philippe Couillard à la veille de son apparition à la COP 21 à Paris, l'importance d'Anticosti. Et contrairement à ce que la politique gouvernementale du gouvernement libéral était à l'époque, Philippe Couillard est allé déclarer, faire une sorte de boutade en disant « Je ne serai pas celui qui va présider au massacre d'Anticosti ». Ce n'est pas la raison scientifique qui a prédominé, c'est vraiment l'esprit politique et la vanité d'un homme qui se croit investi de ce pouvoir-là. Il reste que la pression sociale que l'engagement des citoyens, l'engagement des militants peut mettre sur un gouvernement finit. On en a eu des leçons, là, on a eu des victoires probantes sur quand on se tient debout, on gagne. On a gagné le gaz de schiste, on a gagné Kakuna, on a gagné sur Anticosti et on va gagner la bataille de l'eau. La raison scientifique nous dit depuis quelques années, les experts du GIEC, l'ONU, des dizaines de milliers de scientifiques nous disent que pour contrer la catastrophe climatique vers laquelle on s'en va, il y a une des mesures extrêmement importantes qu'il faut adopter, c'est laisser dans le sous-sol la grande majorité, on parle de 80% des réserves connues en pétrole. À Ristigouche, on va aller confirmer des nouvelles réserves. Et on est prêt à sacrifier sur l'autel de profit d'une clique à qui on continue de distribuer des faveurs, on est prêt à sacrifier l'eau et le bien commun. Alors, ce que j'ai envie de dire ce soir, c'est que il y a un petit gars de Sorel qui est un amant des îles, un amant de la nature, qui décide d'agir au nom de l'intérêt public et de faire en sorte qu'Anticosti demeure dans le bien commun. Et malgré la décision d'un gouvernement de nous déposséder, il y a eu son fils avec mon fils et les citoyens d'Anticosti et assurément l'extraordinaire force qu'a représenté le militantisme dans les énergies depuis quelques années, depuis une dizaine d'années. On a eu raison. Alors, je lève mon chapeau au courage des gens de Ristigouche. Nous sommes tous citoyens d'Anticosti, nous sommes tous citoyens de Ristigouche et on va gagner cette bataille-là. Merci. Pour la dernière présentation, je descends de mon piédestal. La personne qui va venir vous parler, c'est la dernière ce soir. C'est une des leaders incontestables du mouvement citoyen actuel. Elle couvre un territoire et une variété d'engagements sociaux qui sont surprenants. Elle s'est ralliée, dirigée, amenée à terme les projets qu'elle enligne les uns à la suite des autres depuis maintenant 7 à 8 ans. On ne sait même pas de quelle municipalité elle est, tellement elle se promène partout. Avec son équipe, c'est elle qui a décidé d'organiser cette soirée. Mesdames et messieurs, de Saint-Gabriel-de-Brandon, je l'ai trouvé, Odette Sarrazin. Si vous ne voulez pas partir trop tard, là, on a déjà passé le temps. Là. Donc, merci beaucoup. Merci. Moi, je me prépare des mots parce que je ne suis pas capable d'être spontanée comme certains qui ont parlé ce soir. Donc, bonjour, dignitaires politiques, artistes, invités et vigilants et vigilantes. Pour commencer, je souligne que nous sommes ici à l'île du Pas, en territoire atikamekw non cédé. Je profite de ce moment
En fait, nous profitons de ce moment pour remercier Odette qui a réussi dans l'espace d'1 mois, à organiser une soirée comme celle-là. Il faut le faire. Là, vient de se faire voler la job, Odette. Je vous dis juste, avant de... Écoute, on t'a prêt de couper ton fil comme il faut, hein? Mais juste pour vous dire que ce matin, quand on a parlé au téléphone de bonne heure à matin, j'ai dit à Odette, parce que tantôt, M. Dominique Champagne parlait d'avion, j'ai dit ce matin, on se sentait comme dans l'avion du commandant Piché. Et j'ai dit, par contre, à un moment donné, je pense qu'on voit les Açores, puis on voit l'île, puis ce soir, bien, grâce à vous autres, on a atterri, puis on a réussi ce vol-là, cette grande folie-là. C'est juste ça, la petite parenthèse que je veux dire. Bon, ben tiens, apporte mes fleurs, là, parce que... On met les là. Vas-y, tu vas faire ta demi-heure. Non, je ne ferai pas la demi-heure. Donc, ben, je continue, là. Je profite de ce moment pour vous dire que nous sommes des citoyens et des citoyennes œuvrant au sein des comités de vigilance et au regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec. Le regroupement, je tiens à vous le dire qui on est, là. Le regroupement Vigilance Hydrocarbures Québec est le plus important mouvement citoyen non partisan engagé dans le dossier des hydrocarbures au Québec. Il fédère plus de 130 comités de toutes les régions du Québec mobilisés contre le développement de la filière pétrolière et gazière sous toutes ses formes, mais pour la mise en place d'un véritable plan de sortie des hydrocarbures. Si nous sommes ici en appui à Ristigouche, sud-est, c'est que pour nous, l'eau potable est nécessaire à la vie et qu'il n'y a pas de conditions acceptables pour mettre à risque cette ressource vitale. Nous menons l'opération « Vous ne passerez pas » depuis le 23 avril 2017. Cette opération vise, oui, nos cartons, oui, montrez-les, oui, vous ne passerez pas. Oui, donc, cette opération vise à faire connaître à nos élus et à l'industrie que nous n'accepterons pas ces développements pétroliers et gaziers qui menacent l'eau, le territoire, le climat et la vie sur la planète. C'est pourquoi nous vous demandons de vous afficher sans gêne, de joindre un comité de vigilance ou d'en créer un dans votre municipalité. Et nous pouvons vous accompagner. Pour suivre ce qui va se dérouler à Ristigouche dans les jours prochains, ainsi que de connaître les activités des comités de vigilance dans vos régions, il y a des feuilles à l'arrière, sur les tables dehors. Laissez vos noms et vos coordonnées, puis on vous tiendra au courant de tout ce qui arrive à Ristigouche, mais aussi tout ce qu'on fait dans chacune de nos municipalités et dans nos régions. Je veux remercier spécialement les membres du comité Solidarité Ristigouche-Lanaudière, formé le 20 juillet 2017, comme on l'a dit tantôt. Et comme on l'a dit tantôt, le 20 juillet, mais comme je vous dis, c'est une équipe. Et comme on me dit qu'on me donne 1 minute ou 2 de plus, j'aimerais que tous les membres de l'équipe viennent en avant. C'est une équipe extraordinaire, formidable. Il n'y a aucune personne seule qui peut faire ça. Et donc, j'aimerais que les membres de l'équipe, en tout cas tous ceux qui sont là, viennent en avant. Approchez-vous, serrez. Oui, Suzanne. Rentrez dans les rangs. Serrons-nous les coudes. Donc, au nom de ce comité, je remercie les artistes et les invités qui ont répondu à l'appel.
Je vous remercie, vous tous participants et participantes à cette soirée, de nous avoir fait confiance, car l'eau potable n'a pas de prix, puis Ristigouche doit gagner ce projet. Tout le Québec sera gagnant. Donc, c'est ça, je pense que tantôt, on m'a dit que je ferais l'annonce du montant que nous avons recueilli ce soir. Je ne sais pas si ça vous intéresse. 1 000 pour l'enquête. En tout cas, je vais dire un chiffre rond, là. Il y a probablement plus que ça, mais je vais dire un montant, on va arrondir, disons. Nous avons ramassé depuis le début de ce mouvement-là, en tout cas de cette organisation-là, qui était le 20 juillet, parce qu'il y a eu des dons qui sont rentrés avant ce soir. Nous avons accumulé 10 000 $. On a doublé la mise. Hein? En tout cas, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Merci, merci, merci. C'est pas croyable. Jamais j'aurais cru. Vous êtes tout à fait remarquable. En tout cas, chapeau. Je sais pas comment je vais faire pour vous remercier, mais merci beaucoup à vous tous. On va le gagner. On va gagner ensemble. Donc, je pense que je n'ai plus rien à dire. Là. Non, oui, peut-être, oui, j'ai une autre chose à dire. C'est que là, on a ramassé de 10 000 $ et un peu plus, probablement, avec l'encan et tout ça. On n'a pas fait tous les calculs. Mais le directeur général de Ristigouche, je lui ai envoyé tous les codes postaux de la Nodière. Il va nous faire un bilan de tout ce que la Nodière a donné depuis depuis, mettons, le 1er août. Fait que vous allez voir ça dans les... surveillez vos journaux, puis tous ceux qui sont sur les médias sociaux. Mais si vous voulez vraiment le savoir, mettez votre nom sur la feuille derrière avec vos coordonnées et tout ça, et nous allons vous tenir au courant. Bonsoir, bon retour. Puis je donne le micro à Jacques.